Bonjour à tous et à tous. Nous sommes très heureux d'organiser aujourd'hui, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, cet événement sur les questions énergétiques qui, dans le contexte des tensions géopolitiques croissantes et d'une très forte hausse du prix de l'énergie, est d'une très grande actualité. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour discuter de ces questions Madame Valérie Plagnol qui va nous rejoindre dans un instant, qui est membre du collège de la Commission de régulation de l'énergie et du comité scientifique de la Fondation Robert Schuman, et Monsieur Nicolas Bergman, responsable Europe, expert énergie-climat de l'Institut de développement durable et de relations internationales. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Nous ferons notre mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et juste quelques éléments de début pour fixer les grandes lignes de notre discussion. Nous sommes dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie en Europe et dans le monde. Les prix de grosses de gaz sont de 400% plus élevés. Je pense que Madame Plagnol vient de nous rejoindre. Vous m'entendez? Oui, vous nous entendez? Oui, désolée, j'étais prise Malheureusement, par... on ne vous voit pas. Ah, alors attendez. Si, pourtant ma vidéo est branchée. Ma vidéo, arrêtez la vidéo. Pourquoi ça marche pas? Oui, effectivement, c'est tout noir. Vous m'entendez en tout cas, hein? Oui, on vous entend, mais vous avez peut-être un cache sur votre ordinateur. Ça ressemble à ça en tout cas, sur la caméra de votre Surtout, ordinateur. ça aurait pas dû passer. Oui, Oui, exact. C'est pas Ouais. passé sur la caméra C'est ça. principale. Alors, je vais être un peu de profil parce que c'est sur mon ordinateur subsidiaire. Enfin, je ne sais pas pourquoi la caméra principale ne fonctionne pas. on vous voit très bien. D'accord, parfait. Toutes mes excuses. J'étais retenue par mon président. Ici, là, nous sommes heureux de vous accueillir. Et j'avais juste commencé en présentant donc les intervenants et en fixant les lignes de notre débat. Et on était justement à la question du prix de l'énergie. Et du coup, si vous êtes d'accord, je vais vous donner la parole en premier pour une dizaine de minutes pour dresser un panorama du contexte de cette hausse, des prix et des mesures de réponse mises en place au niveau national et au niveau européen. Très bien. Normalement, vous m'entendez fort bien avec ce Oui, système. Je peux commencer? oui, s'il vous plaît. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans votre discussion d'aujourd'hui. Vous le savez, je suis membre du collège de la Commission de régulation de l'énergie, mais les propos que je vais tenir à partir de maintenant, bien sûr, n'engagent que moi et ne sont pas forcément représentatifs de l'organisation pour laquelle je siège. Vous l'avez vu, et ça n'est pas une surprise, et même si, heureusement, j'allais dire, nous bénéficions d'une saison plutôt clémente, les prix du gaz se sont envolés et cette situation en fait a montré plusieurs caractéristiques. D'une part, et je voudrais insister sur l'une d'entre elles. D'une part, cette situation est antérieure à la crise géopolitique et j'essaierai de vous en dire un peu plus. D'autre part, on a constaté en fait une corrélation particulièrement forte avec les marchés et les prix, l'évolution des prix en Asie. En ce qui concerne le gaz. Alors, les tensions sur ce marché ont commencé déjà au cours du printemps et de l'été. On l'a vu, il y a eu énormément de problèmes. On a parlé d'un hiver très long, donc des problèmes d'ordre technique, des hivers très longs, des ruptures d'approvisionnement, l'absence d'énergie alternative au cours de l'été 2021, notamment parce qu'il n'y avait plus de vent en Allemagne, des niveaux extrêmement bas de production hydraulique, notamment en Norvège. Globalement, une situation de baisse de rentabilité, de rendement d'un certain nombre de zones de production, notamment au nord de l'Europe. Et effectivement, cette situation qui tendait les prix, à cette situation s'est ajoutée celle de la
des tensions géopolitiques donc, qui ont bien sûr pris un tour particulièrement dramatique au risque aujourd'hui autour d'une interrogation particulière qui serait celle d'une rupture d'approvisionnement totale. Aujourd'hui, aux chiffres dont je dispose, le gaz naturel représente à peu près 25%, donc un quart de l'énergie, de la consommation énergétique de l'Europe. Et c'est plutôt 35% pour l'Allemagne, plutôt 15% pour la France. Et la moitié de ce gaz vient de Russie. D'autre part, un certain nombre de contraintes existent sur même les gazoducs qui sont en activité, notamment Nord Stream 1, où ils sont pour l'instant plutôt sous-employés et en sous-capacité, notamment au regard de décisions européennes qui étaient prises pour des questions de sécurité. Alors, par rapport à cela, on le voit, et lorsque je parle de gaz, je parle aussi non seulement des gazoducs, mais aussi du gaz liquéfié. C'est vrai que on a, face à la rigidité du système lié donc aux approvisionnements en gaz par les gazoducs, le développement d'un marché et de capacités de gaz naturel liquéfié, de GNL, qui elles sont plutôt en forte progression, avec un marché qui est plus fluide, disons-le, un marché de gros relativement large, des capacités de transport, de traitement, de stockage qui ont, elles, plutôt progressé, mais pas dans tous les pays européens, mais on le voit notamment sur le pourtour méditerranéen, également en Atlantique sur les pays comme l'Espagne qui a de fortes capacités, et aussi en France. C'est moins le cas en Allemagne qui est beaucoup plus exposée. Et donc, on attend également de nouvelles capacités de liquéfaction qui pourraient se développer d'ici 2027. Donc, on a aujourd'hui un marché qui change un petit peu de nature, qui en Europe permet aussi d'apporter une alternative et qui donne lieu aussi à des modifications, mais je pense qu'on en reparlera, sur la manière d'organiser, de fixer le marché et les prix dans un contexte de plus grande flexibilité. Le contre-coup, enfin, c'est un marché de court terme, beaucoup, et flexible, mais qui dit flexibilité dit aussi arbitrage. C'est ce qu'on a vu, et je vous ai parlé de la grande corrélation des prix aujourd'hui avec le marché asiatique. La forte demande chinoise à l'automne a énormément perturbé et poussé les prix à la hausse, comme aujourd'hui probablement elle permet d'en limiter la hausse, mais je n'en ai pas véritablement beaucoup d'éléments concrets, mais on voit revenir en fait des méthaniers d'Asie qui reviennent vers l'Europe, donc des arbitrages importants. Quoi qu'il en soit, et je pense que les autres intervenants corroboreront cet aspect-là, une rupture totale et immédiate des approvisionnements en provenance de Russie poserait un problème majeur à l'Europe. À court terme, ce serait vraiment une grande difficulté. À moyen terme, il est clair que à la fois l'Europe est en but à une concurrence croissante et qui n'ira pas en décroissant entre elle-même et la demande chinoise, qui a d'ores et déjà surpassé la demande japonaise. Et on voit bien que la Russie tente, elle aussi, par des accords et la construction de gazoducs, d'arbitrer ces deux régions, ce qui n'est pas encore le cas, mais ce qui pourrait devenir. L'autre pays demandeur de gaz dans les années qui viennent, et là on aborde le sujet de plus long terme autour de la transition énergétique, c'est bien sûr l'Inde. Qui devrait promouvoir sa consommation de gaz pour atteindre probablement d'ici 2030 plutôt 15% de son mix énergétique contre à peu près 7% aujourd'hui.
Alors, je voudrais revenir sur 2 sujets. D'abord, que peut-on dire du futur gazier, surtout dans le cadre de la transition énergétique pour l'Europe? Qu'en est-il de l'hydrogène et d'une structuration de marché qui reste encore balbutiante? Et peut-être un mot pour terminer sur la France en particulier. Alors, les projets européens, c'est un objectif de réduction des gaz à effet de serre, dont vous connaissez les objectifs globaux européens, le Fit for 55, et une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre, d'ores et déjà demandée pour 2030, donc c'est vraiment à notre porte. Moins 40% par rapport au niveau d'émissions de 1990. Dans ce cadre, la baisse de la consommation de gaz naturel au regard de ce qu'elle est aujourd'hui serait de l'ordre d'une réduction majeure, puisqu'on pourrait passer de à peu près d'une réduction de l'ordre de 6 fois au profit non seulement du biométhane, mais aussi d'une production de gaz d'hydrogène. Donc ça fait partie des éléments forts de la transition énergétique qui sont promus aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Je vais passer en anglais, mais les derniers rapports disent We want Europe to lead the way and to be the first in the world to lay down the market rules for this important source of energy and storage. On parle de l'hydrogène. Le problème, c'est bien sûr cette période intermédiaire dans laquelle nous sommes, qui est de transition parce que l'hydrogène est une énergie et un usage en devenir. Et entre-temps, nous avons une question de prix et d'arbitrage et de sécurisation des approvisionnements. On en a vu la dimension de sécurité, on a aussi des enjeux d'ordre technique, puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la hausse des prix n'est pas un facteur d'augmentation des investissements ou ne doit pas l'être dans le cadre de l'énergie des énergies fossiles dont on souhaite la réduction dans le mix énergétique à un horizon plus lointain. Et c'est cette transition qui est compliquée. L'investissement dans les ESG, donc dans tout ce qui est l'investissement vert et socialement responsable, augmente, mais avec en fait des coûts supplémentaires dans ce cadre-là. Donc on est pris dans une problématique de court et moyen terme, alors moyen terme à 3-4 ans, hein, ou 5 ans, ou peut-être un peu plus, qui nous mène à considérer que le gaz continuera de jouer un grand rôle dans le mix énergétique européen. Et en même temps, avec une transition vers d'autres sources d'énergie, et qui dit des énergies alternatives dit quand même un mix électrique plus important, qui change la donne aussi en matière d'organisation, non seulement des marchés, mais aussi des approvisionnements plus généralement. Donc on se retrouve avec 2 problématiques. D'une part, éviter ce que l'on appelle les coûts échoués, c'est-à-dire des investissements perdus, et très vite, à fond perdu, et un problème de stockage qui n'est pas résolu du côté de l'électricité, mais en tout cas des problèmes de stockage qui devront se poser sur des périodes plus longues que simplement la problématique de faire face à quelques moments de pic de consommation, et peut-être probablement des alternatives saisonnières, infra-annuelles plus longues dans ce contexte. Alors, un mot sur la France et son plan pour arriver à ces objectifs. Aujourd'hui, vous le savez, c'est un secret pour personne, la France est en fait une des plus grandes puissances nucléaires, hein, avec son parc actuel, 18 centrales, 70% de la production électrique, mais malgré tout des difficultés liées au vieillissement du parc, à la mise en maintenance et en surveillance d'un certain nombre de réacteurs
récemment, donc qui ont conduit EDF à réduire ses objectifs de production pour l'année 2022 à peu près un objectif de 295 à 315 TWh contre un objectif précédent de 300 à 330 et même des capacités qu'on imaginait un peu plus importantes. Le développement du solaire et des énergies éoliennes reste certes dans les plans que nous avons, mais quand même encore relativement inférieur aux objectifs que l'on s'était fixés. Et donc une situation où la suppression, puisque c'est l'objectif aussi officiel du recours au gaz naturel, qui entre guillemets n'est plus le bon, on devrait l'appeler le gaz fossile, est prévu à l'horizon 2050, alors que nous disposons d'un réseau tout à fait dense et important. Donc la problématique du mix énergétique à court terme pour aller vers les chemins de transition d'économie décarbonée avec une composante nucléaire loin non négligeable. Vous avez entendu les dernières annonces du président Macron et également le cadre européen de la taxonomie qui permet ce recours donc à l'énergie nucléaire. D'ailleurs, il semblerait que les opinions publiques dans d'autres pays européens commencent à considérer qu'effectivement, ça ne serait pas forcément une mauvaise idée, créer une tension particulière dans laquelle on voit aussi que le chemin préconisé, qui conduit également à des économies d'énergie par l'ensemble des acteurs économiques du pays, reste encore assez difficile à organiser et manque d'impulsion dans ce démarrage, alors même que, encore une fois, les échéances approchent. Nous sommes à moins de 10 ans de la première échéance de 2030. Voilà pour mon propos liminaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention très riche. Vous avez évoqué plusieurs éléments sur lesquels nous pourrions revenir tout à l'heure dans la discussion, mais je vais m'arrêter plutôt sur la partie sur les engagements climatiques et la stratégie énergétique globale européenne. Et donc, je vais me tourner vers Nicolas Bermans. Comment ce contexte d'une hausse des prix de l'énergie, d'une inquiétude concernant la sécurité énergétique européenne, joue avec les engagements climatiques et plus largement avec la stratégie énergétique européenne? Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci pour l'invitation à venir m'exprimer auprès de vous. Ce que je souhaiterais dire déjà pour caractériser un peu cette crise dès le départ, c'est que tout d'abord, je pense qu'elle n'était pas du tout prévue, elle n'était pas du tout anticipée, et c'est une crise qui, quand on regarde une perspective un peu historique, il y a déjà eu des crises un peu similaires à d'autres moments de l'histoire européenne, mais c'est vrai que c'était pas anticipé. Et c'était pas anticipé notamment parce que d'un certain point de Vous nous entendez? De réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et en juillet dernier, la Commission européenne a publié une série de propositions législatives très détaillées couvrant un grand nombre de secteurs sur comment faire pour y arriver et quelles sont les dispositions réglementaires pour y arriver. Et du coup, en fait, on est en plein cœur, au sein de cette présidence française de l'Union européenne, un certain nombre de dossiers sont au cœur des discussions au Conseil et au Parlement en particulier. Donc déjà, c'était pas anticipé, mais l'Europe avait ce plan de long terme, en fait, le plan de long terme qui est la décarbonation de l'économie. Et je pense qu'il ne faut pas faire d'erreur dans l'interprétation de cette crise et dans la hiérarchie qu'il faut mettre entre ces questions. Déjà parce qu'en fait, finalement, ce qu'on appelle transition bas carbone, en fait, contient énormément de solutions de long terme à la crise énergétique qu'on est en train de vivre. On parle de réduire la demande en énergie et notamment la demande en énergie fossile et donc en gaz fossile. Et on sait que finalement, cette crise, elle est très liée aux tensions qui émanent du marché gazier, qui se propagent ensuite au marché électrique, mais qui, en fait, originellement, viennent des contraintes
que Madame Pagnol évoquait sur le marché gazier. Donc c'est consommer moins d'énergie et c'est aussi développer la production décarbonée. Alors évidemment, entre la production d'énergie décarbonée, j'entends, alors évidemment, entre les pays européens, il y a toujours une question sur on est tous d'accord pour faire des renouvelables, pas forcément au même niveau, et certains pays veulent faire du nucléaire et d'autres non. Mais néanmoins, tout ça contribue à nous rendre moins dépendants, en tout cas, du gaz russe. Et l'interprétation qu'on devrait avoir de tout ça, ce serait plutôt d'aller plus vite dans la mise en place de ce paquet, d'aller plus fort dans la mise en place de ce paquet de mesures, et pas du tout de dire que c'est un sujet différent que le sujet de la crise des prix de l'énergie qui doit être géré en urgence et cet agenda climatique qu'on verra plus tard. Non, enfin, je pense que vraiment, il faut faire attention à ne pas avoir cette interprétation d'effet. Le deuxième point, c'est qu'au final, sur les plans de réduction de la dépendance au gaz, finalement, quand on regarde la stratégie de long terme, alors je pense que Mme Pagnol mentionnait ces divisions par 6 du gaz naturel, mais c'est une division par 6 à terme en 2050. Mais déjà pour 2030, la stratégie de long terme de l'Union européenne, finalement, qui fixe une feuille de route vers la neutralité climat, parlait d'une réduction à moins 30%. Et quand on regarde la dépendance actuelle du continent européen, c'est 40% du gaz qui provient de Russie. Donc déjà, admettons qu'on ne change pas grand-chose à nos approvisionnements autres que l'approvisionnement russe, eh bien, finalement, on n'est pas dans le même monde si on dépend à 40% ou si on n'a plus qu'une fraction de ça qu'on achète à la Russie. Et donc, quand on lève un peu la tête et qu'on regarde ces politiques de transition, finalement, à 10 ans, c'est un plan aussi pour se donner des marges de manœuvre et éviter de se retrouver dans cette situation-là. Alors tout ça pour dire que, évidemment, quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut maintenir une attention politique très forte à la mise en place des mesures qui ont été proposées par la Commission et des discussions politiques qui existent autour et qui ne sont pas faciles. On a plusieurs mesures controversées et notamment les mesures autour de la tarification carbone. Et il y a deux raisons pour lesquelles je souhaite les mentionner. Déjà parce qu'elles sont diverses et elles ont des points de vue différents entre les pays. Il y a la mesure de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qu'on appelle parfois taxe carbone aux frontières, où tous les États ne sont pas d'accord, on n'a pas des visions alignées, et donc il faut arriver à trouver des solutions politiques. Et donc, mettre ça au cœur des discussions politiques européennes à l'heure actuelle, c'est important pour avancer sur ce sujet-là. De la même manière, il y a les propositions de réforme du marché carbone existant et l'extension à des nouveaux secteurs, transport et bâtiment. Et ça, c'est mon deuxième point sur pourquoi c'est important, parce qu'en fait, dans la discussion actuelle sur l'extension de ce marché carbone à ces secteurs, eh bien, directement, la question des prix de l'énergie pour les consommateurs finaux et la vulnérabilité des consommateurs a déjà une influence sur ce débat. Du coup, c'est important de bien regarder la temporalité et les objectifs de long terme de transition de ces secteurs-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire certainement ne pas simplement regarder aujourd'hui l'impact prix pour le consommateur final, mais voir aussi les avantages que ça peut avoir d'avoir une tarification carbone à terme et bien sûr socialement acceptable, à même d'accompagner de redistribution suffisante pour éviter de mettre les citoyens dans des situations difficiles, mais voir aussi les avantages que ça comporte. Le premier avantage, c'est d'envoyer un signal prix qui permet en fait d'encourager les investissements dans la transition, que ce soit l'efficacité énergétique ou la production d'énergie bas carbone. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet aux puissances publiques, donc à l'Union européenne et aux États membres, dans le cas particulier du marché carbone, de lever des fonds qui peuvent être ensuite servir de manne financière pour encourager des politiques de transition qu'on a besoin. On peut penser aux infrastructures, on peut penser aux politiques de recherche et développement, on peut penser aussi au soutien complémentaire qui peut aider à certaines décisions d'investissement, notamment dans l'efficacité énergétique, dans la rénovation énergétique du bâtiment, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain autour de ces instruments. Probablement discuter de la temporalité, discuter de conditions d'entrée en vigueur compatibles avec l'évolution des prix de l'énergie sur les marchés, mais néanmoins, pas simplement se dire la question du prix de l'énergie est une question trop sensible, donc on la laisse de côté. Parce que ça voudrait dire que les politiques de transition auraient plus de mal à se mettre en œuvre et coûteraient finalement plus cher pour les pouvoirs publics. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble
important à souligner. Un dernier point peut-être sur les mesures d'urgence qui ont été adoptées. Alors, d'une certaine manière, c'est assez compréhensible. Beaucoup d'États membres se sont concentrés, et c'est le cas de la France, se sont concentrés sur des mesures qui permettent de baisser le prix de l'énergie. Mais finalement, le coût de l'énergie, ce n'est pas simplement le niveau de prix, c'est le coût du service énergétique final. Et donc, du coup, quand on sera à nouveau dans une situation normale, une des premières questions qu'il faudra se poser, c'est est-ce qu'on revient à la situation d'avant? Est-ce qu'on remet, par exemple, les niveaux de taxes? Vous nous entendez? Et il faut un signal prix pour encourager les investissements. Je pense que la sortie de crise de prix de l'énergie qui arrivera, et évidemment, il y a au niveau d'incertitude, à quel moment on reviendra à une configuration des prix antérieure, mais néanmoins, ce sera important de regarder ça de façon particulière. Et le second point, c'est que même dans ces mesures d'urgence, on peut regretter le côté de soutien en fait au maintien d'un niveau de prix de l'énergie relativement faible pour tout le monde, alors que en fait, on sait que la situation est particulièrement difficile pour des citoyens qui sont vulnérables, dans des situations de vulnérabilité, dans des situations contraintes, et un ciblage plus important des aides aurait été certainement plus simple à mettre en œuvre. C'était certainement peut-être un peu difficile à faire dans cette période d'urgence. On sait que le contexte électoral joue aussi sur ces enjeux-là, mais néanmoins, à plus long terme, il faut une réflexion plus large en Europe à la sortie de cette crise sur quels sont les types de consommateurs qu'on souhaite protéger de niveaux de prix trop élevés et anticiper la survenue de ce type de crise. Pourquoi? Parce que finalement, on sait que avec la transition énergétique, on va aussi se retrouver souvent dans des situations où les prix varient de façon forte. Ça ne veut pas dire que le prix moyen change, mais le prix varie d'une saison à l'autre, d'une année sur l'autre, en fonction de la disponibilité de l'énergie liée notamment à la production d'énergie renouvelable. Et donc, on doit mettre en place des mécanismes de prix qui nous paraissent justes socialement pour accompagner cette transition du système énergétique et la rendre compatible avec les aspirations des citoyens. Ça me paraît un chantier de sortie de crise extrêmement important pour l'Europe. Et encore une fois, ne pas confondre le niveau de prix avec la variabilité du prix. En fait, quand on interroge les citoyens et même les entreprises, c'est souvent la variabilité qui est problématique à très long terme, plus que le niveau de prix, sauf quand on atteint des niveaux extrêmes comme on a vu cet hiver. Voilà mes quelques pensées d'introduction et je pense qu'on peut partir de là pour développer notre conversation. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Madame Plagnol, vous voulez réagir quant aux mesures mises en place pour répondre à cette hausse de prix, mais j'avais une réflexion et une question. Donc, on a mentionné plusieurs contraintes pour les dirigeants et pour le politique, garantir donc à la fois la sécurité de l'approvisionnement, limiter l'impact socio-économique de cette forte hausse de prix et à la fois maintenir les engagements climatiques pris. Donc, il s'agit d'une stratégie qui concilie sécurité, compétitivité et durabilité de ces sources d'énergie. Est-ce qu'il y a, à votre avis, un risque que la compétitivité et la sécurité priment toujours sur la durabilité? Parce qu'on a vu la première réaction des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, n'ont pas hésité, malgré les engagements pris climatiques, à recourir à une consommation accrue de charbon pour faire face à ces situations. Alors, pour vous répondre, oui, je pense que ce risque existe, mais après, il ne faut pas non plus... L'important, ce sera la sortie de crise. L'important, c'est si on retombe sur nos pieds sur la priorité très importante mise aux solutions de long terme qui sont liées à la décarbonation. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'on n'allait pas... Les solutions liées à la transition bas carbone finalement requièrent du temps, des infrastructures. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir du jour au lendemain. Le charbon, lui, est disponible, entre guillemets, plus facilement quand on a une question de problème d'approvisionnement en gaz. Donc, d'une certaine manière, tant qu'on ne relance pas des nouveaux projets ou
tant que nous ne revenons pas sur des projets de sortie du charbon qui se sont multipliés ces dernières années en Europe, je ne pense pas que ça pose un problème majeur de se dire qu'on a utilisé un peu plus de charbon cet hiver parce que la situation était difficile. Évidemment, ça veut dire que certainement, si on utilise moins de gaz ou on sort plus vite du gaz qu'anticipé, ce qui est peut-être quelque chose qu'on souhaiterait réaliser suite à cette crise, eh bien la solution, c'est pas de dire qu'on va décaler la sortie du charbon, la solution, c'est de dire on va accélérer l'efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables, et pour les pays qui souhaitent le faire, le déploiement de programmes nucléaires, même si là, on parle d'une autre temporalité par rapport aux ENR et à l'efficacité énergétique. Ça me paraît extrêmement important. C'est la sortie de crise qui sera décisive à ce niveau-là pour ne pas laisser les politiques de transition comme un objectif secondaire face à la compétitivité, comme vous le dites. Merci beaucoup. Madame Plagnol, vous voulez réagir? Excusez-moi, je ne retrouvais plus mon micro sur l'écran. Écoutez, pas dans l'immédiat. Effectivement, le système fait que la sûreté de l'approvisionnement a amené un certain nombre de pays à recourir aux énergies fossiles dont ils étaient dépositaires. Je souscris à l'idée que les objectifs de long terme ne sont pas remis en cause. Le problème enfin, c'est ce qu'on appelle en anglais la falaise, c'est-à-dire que effectivement on s'approche des termes et des objectifs que l'on a fixés sans que le chemin soit parfaitement déterminé et on craint effectivement un peu une chute brutale des activités. Je me suis concentrée sur les questions de court terme et d'arbitrage de prix. Je souscris complètement aussi à l'idée que le signal prix est très important pour effectivement diriger les investissements dans ce contexte particulier. Les excès de volatilité donnent lieu en fait désormais à une réflexion pour essayer d'endiguer effectivement les risques en plus qui touchent en général les plus fragiles. Merci beaucoup. Je prends, il y a plusieurs questions qui se concentrent donc sur le risque de rupture d'approvisionnement. Et il y a la dernière question qui porte sur la solidarité des pays européens qui seront exposés d'une manière différente. Est-ce que vous pourrez revenir sur comment la solidarité européenne pourrait-elle être en mesure de jouer techniquement et politiquement dans un tel scénario? C'est à moi que vous adressez la question? Comme vous voulez. D'accord. Il y a des problèmes d'ordre technique qui se posent. Si je parle du gaz, là, on rentre dans des considérations d'ordre technique. C'est-à-dire que les flux de gaz vont dans un sens, pas dans l'autre. Et donc, on est effectivement, certains pays risquent de se retrouver, puisqu'on parle de la question géopolitique et du problème du risque de rupture d'approvisionnement, on a véritablement un problème de, pardonnez l'expression, mais de tuyauterie, qui fait que, en ce qui concerne par exemple la France et l'Allemagne, les flux sont descendants. Ils viennent d'Allemagne vers la France. J'ai vu une question qui aussi revenait sur la question de la Norvège. Il y a effectivement des gazoducs en provenance de Norvège, il y en a aussi en provenance de Hollande, mais ce sont des sources d'approvisionnement qui se tarissent. Donc ça pose un problème particulier qui est celui de la déplétion. On reçoit également du gaz, mais en moindre quantité, d'Algérie. D'autres sources de diversification, enfin qui existaient, mais qui sont plutôt en perte de vitesse par rapport, du point de vue de l'acheminement par gazoduc, par rapport à ce que représente aujourd'hui la montée, la part croissante du gaz russe dans le mix gazier. J'ai vu une question aussi, mais ça tourne autour de toujours cette question, c'est-à-dire le GNL américain. Il ne faut pas oublier aussi
que la situation a été aussi surprenante sur le plan gazier qu'elle l'a été pour l'ensemble de l'ampleur du rebond de l'activité post-Covid. Il y a eu un effet Covid, il y avait un effet aussi dans les investissements en gaz de schiste ont été excessifs à une période. Du coup, les producteurs ont fait faillite. En fait, les capacités de production, les capacités de méthanisation aussi ont été finalement limitées en provenance des États-Unis. Et ma foi, beaucoup se sont dit qu'il valait mieux, avant d'augmenter la production, profiter de la hausse des prix. On l'a vu aussi sur le marché du pétrole. Donc tout ça participe des circonstances qui ont amené la hausse des prix. Et comme je vous le disais, en ce qui concerne le GNL, l'Europe est en concurrence directe, ça se transporte par bateau et les bateaux se déroutent en fonction du prix vers un marché ou un autre. Et on est en concurrence directe désormais avec une demande en provenance d'Asie, notamment de Chine, qui augmente et qui continuera d'augmenter. Donc tous ces phénomènes se combinent dans le cadre d'une pression supplémentaire sur les prix et comme vous l'avez souligné, avec une répercussion sur donc le prix de l'électricité in fine, puisque à peu près, je crois en France, 50 TWh du gaz que nous importons va dans la construction, dans la fabrication d'électricité. Voilà. Merci beaucoup. Toujours sur cette question d'approvision, Monsieur Bergam, il y a, surtout après l'annexion de la Crimée, il y a une volonté européenne, et c'est inscrit parmi les objectifs de la politique énergétique européenne, de diversifier les sources. Et pourtant, donc on est à peu près dans la même situation où on se retrouvait il y a 7 ans. Et l'Union est toujours importe 40% de son gaz de la Russie. Comment vous expliquez ce manquer de la politique européenne? Là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il y a une limite à la diversification sur le gaz, une incertitude qui est liée à l'utilisation du gaz à long terme dans les politiques de transition qui peut influencer aussi toute cette question-là. Mais finalement, le sujet le plus important, c'est le coût. En fait, le gaz russe est beaucoup moins cher que le gaz naturel liquéfié. Alors, évidemment, on sort en Europe d'une façon générale d'une période de 10 ans où les prix de l'énergie étaient relativement faibles. On avait des surcapacités, et là je parle au-delà du gaz aussi dans le système électrique, et donc un bas prix, un relatif bas prix de l'électricité aussi, et on en sort progressivement. On en sort petit à petit, d'abord parce que, et à raison, parce qu'en fait le prix carbone sur le marché a réaugmenté un petit peu, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la transition, à mon sens. Et on en sort violemment maintenant, largement, dans des proportions peut-être largement non anticipées par les acteurs, en raison de la crise du prix du gaz. Certainement, le fait qu'on favorise le bas coût du gaz en provenance de Russie est une preuve qu'on a besoin aussi de relever un peu la tête, c'est de regarder les enjeux de long terme. Et les enjeux de long terme, ça veut dire ne pas regarder simplement le coût à court terme et les questions de compétitivité à court terme, mais regarder les questions de dépendance. Ces questions de dépendance, il faut bien aussi avoir en tête qu'elles nous accompagneront à mesure que la transition énergétique se mettra en œuvre. Le fait de passer d'une énergie à l'autre, ça ne veut pas dire qu'on ne crée pas des nouvelles dépendances. Et par exemple, la prise de conscience autour, à mon avis, des ressources en matière qui seront nécessaires avec le passage au stockage batterie lithium-ion et aux énergies renouvelables me paraît tout à fait salutaire. On a entendu récemment, par exemple, la ministre de l'Environnement française, Barbara Pompili, mentionner le besoin d'ouvrir des mines en Europe. Et justement, ce type de question doit être adressé aussi dans une optique de long terme pour ne pas faire en sorte de substituer une dépendance au gaz russe à d'autres dépendances qui viendraient d'ailleurs. On a besoin aussi de construire un peu notre autonomie sur le point de vue énergétique. Et ça demande à ne pas regarder simplement le coût au mégawattheure, mais à avoir des politiques qui accompagnent, en fait, qui lient notre utilisation d'énergie et notre conception du système énergétique avec les enjeux de long terme.
parmi ces enjeux de long terme, il y a évidemment la question de la décarbonation. Merci beaucoup. Je reviens toujours à une question qui est dans le chat, qui concerne surtout les effets sociaux de la transition climatique. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur la stratégie aussi au niveau européen et aussi française d'accompagner les effets sociaux de ce coût énorme que la transition implique? Oui, alors je peux dire deux mots là-dessus. Je pense que c'est un sujet déjà auquel la France s'est un peu frottée d'une certaine manière. Et je l'aborderai parce qu'elle est très présente dans la question autour de l'extension du marché carbone au transport bâtiment. Donc, ce que propose la Commission, finalement, c'est d'utiliser les ressources de ce marché pour les redistribuer aux citoyens et pour justement atténuer cet effet adverse ou anti-redistributif de la mise en place de taxes sur l'énergie qu'on connaît bien. On sait que les taxes sur l'énergie ou l'augmentation du prix de l'énergie influencent plus largement les personnes les plus modestes et les personnes qui vivent dans certaines zones géographiques qui sont plus dépendantes, qui ont des logements plus grands et qui sont plus dépendantes de la mobilité en général. Donc, c'est ce qu'elle propose. C'est déjà une des solutions et c'est déjà mieux que ce qui avait été fait en France avec la taxe carbone. C'est-à-dire que la taxe carbone, on n'avait pas en France mis en place un système de redistribution directe vis-à-vis des citoyens, au-delà du chèque énergie qui était très faible, à 150 € et seulement pour 4,9 millions de ménages. Donc, c'est déjà plus ce que propose la Commission. Donc ça, c'est intéressant. Mais au-delà de cette redistribution, je pense que l'enjeu aussi, c'est de faire en sorte que les structures autour des personnes les plus vulnérables changent. Et ça veut dire mettre beaucoup plus l'accent sur, encore une fois, la rénovation des bâtiments, l'électrification des parcs, l'accessibilité en fait des solutions d'électromobilité dans certaines zones. Donc ça me paraît tout à fait important. Et juste, je voyais aussi dans le chat qu'il y avait une question sur est-ce qu'il y a des plans sur les montants d'investissement nécessaires pour la transition, etc., etc. Enfin, il y en a. Il y a certaines analyses, en tout cas, sur les besoins d'investissement qui existent, qui valent ce qu'elles valent. Mais je pense qu'on a une prise de conscience sur le besoin de faire sortir ces chiffres. Et si on regarde ça de façon très honnête, en fait, il nous manque 15-20 milliards d'euros d'investissement dans les solutions bas carbone en France. Ça, c'est les chiffres, par exemple, d'un institut qui s'appelle I4CE, l'Institut pour l'économie du climat. Et quand on met ça en parallèle avec les mesures qui viennent d'être adoptées en urgence pour limiter la hausse du prix de l'énergie en France, on arrive à 20 milliards. Donc je pense que le sujet n'est pas tellement de trouver l'argent, c'est de trouver la volonté politique pour que ces 20 milliards qui sont dépensés aujourd'hui pour maintenir les prix de l'énergie aillent vers des solutions de long terme, déploiement des moyens bas carbone, rénovation énergétique. Sur les questions de la rénovation du bâtiment en France, c'est notamment c'est assez visible parce qu'on a un budget public qui avait été réduit à 1 milliard d'euros à un moment donné au cours de ce quinquennat et qui n'est remonté que suite à l'adoption du plan de relance européen. Et une question se pose sur l'après. Le plan de relance européen, c'est jusqu'à 2023. Ensuite, quid? Que va-t-il se passer pour ces investissements dans la rénovation énergétique? Si on a été en capacité de mettre ces 20 milliards d'euros, certainement, on peut en prendre une partie quand les prix redescendront pour les allouer à ces priorités de long terme. Merci beaucoup. Madame Plagnol, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je crois que tout a été dit. Effectivement, ça rejoint en fait ce que nous voyons, c'est-à-dire que les objectifs de réduction à travers l'économie d'énergie, qui est un élément central aussi dans les objectifs de long terme, ne sont déployés que modérément et qu'effectivement, une politique budgétaire de soutien aux plus exposés manque encore dans ce contexte. Merci beaucoup. Je vais prendre une question concernant le rôle de l'innovation et des solutions techniques, parce qu'on parle beaucoup de développement de renouvelables, mais il y a une question concernant le stockage de ces énergies. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la politique de soutien à l'innovation et comment elle va de pair avec l'accompagnement du déploiement de ces énergies renouvelables? Alors, je peux en dire deux mots. Déjà sur la question du stockage pour les énergies renouvelables. Alors,
Je souscris tout à fait au fait qu'il faut développer des moyens de stockage d'énergie associés au système électrique à partir d'un certain niveau de pénétration des énergies renouvelables. Parce qu'on sait que certaines énergies renouvelables, pas toutes, hein, mais certaines énergies renouvelables ne sont pas pilotables, ça on le sait, c'est l'éolien et le solaire. Néanmoins, il ne faut pas non plus surexagérer cette question-là. On est dans une situation où on peut encore déployer dans de nombreux États européens, et c'est le cas de la France, plus d'énergie renouvelable sans avoir à investir massivement dans des moyens de flexibilité. Ça a été montré dans plusieurs études, notamment des études du réseau de transport d'électricité. Donc, on n'a pas besoin tout de suite de connecter des quantités gigantesques de batteries au réseau électrique. Néanmoins, à plus long terme, c'est un enjeu. C'est clairement un enjeu. C'est un enjeu principalement pour le stockage intersaisonnier. Et finalement, c'est une des qualités qu'apporte le gaz dans le système énergétique actuel, c'est d'être en capacité de libérer des grandes quantités d'énergie en hiver, quand on utilise beaucoup de chauffage sur le continent. Et donc là, il y a des arbitrages à faire. On n'est pas obligé de développer que du stockage, on peut redévelopper des moyens pilotables de production d'électricité, puisqu'on parle beaucoup d'électrification. Et ça peut être un des rôles que jouera l'hydrogène qui peut jouer plusieurs rôles dans la décarbonation du système énergétique, un rôle pour décarboner des processus industriels. Je pense qu'il faut commencer par là, mais in fine, ça peut être aussi un rôle de backup du système énergétique. Et évidemment, dans les autres moyens pilotables qu'on peut mettre derrière, on peut développer l'hydraulique par step, le nucléaire pour les pays qui souhaitent le faire. Et toutes ces choses-là sont assez complémentaires les unes des autres. Donc, je n'associerai pas nécessairement le développement des énergies renouvelables à un besoin immédiat de stockage, mais il faut un système cohérent, évaluer sa cohérence et certainement avoir plusieurs briques autour de ça pour favoriser un système énergétique plus flexible. Dans les politiques d'innovation, alors il y a plusieurs outils qui existent, mais juste pour en mentionner un, il y a un fonds d'innovation quand même qui change un petit peu d'ampleur et qui est associé aux revenus du marché carbone et qui vise notamment à soutenir des projets un peu de rupture, des technologies de rupture pour la décarbonation. Certaines sont liées au système énergétique, mais pas tant que ça, en fait. Quand on parle d'innovation de rupture, on parle beaucoup de la transition bas carbone des industries. Et c'est tout aussi important pour atteindre nos objectifs. Je pense que pour les systèmes énergétiques, on a déjà des solutions. Évidemment, il faut continuer à investir dans l'innovation, mais avec les solutions qu'on a, qui existent, qui sont sur la table, on peut déjà envisager de bâtir un système énergétique bas carbone à condition de déployer suffisamment rapidement ces solutions. C'est plus un enjeu de déploiement, à mon avis, que d'innovation. C'est moins le cas pour d'autres filières, et notamment les filières industrielles. Merci beaucoup. J'aurais également une question pour Madame Plagnol. Est-ce que dans ce contexte de transition énergétique et de sécurité d'approvisionnement, est-ce qu'il va falloir commencer à s'habituer à un prix plus élevé de l'énergie, ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'une situation plutôt conjoncturelle liée à la demande mondiale et à la relance économique post-Covid? Alors, l'exercice prévisionnel étant toujours difficile, je vais quand même essayer de répondre à cette question. Je crois qu'en partie, enfin, les propos que nous venons de tenir avec Monsieur Bergams vont l'un et l'autre dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a un coût supplémentaire lié à la transition énergétique. Donc, en gros, le coût de production d'une énergie alternative avec les moyens que nous connaissons aujourd'hui est plus élevé que le coût d'une production d'une énergie fossile traditionnelle ou ancienne telle que nous les connaissons. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans un contexte plutôt de coûts supplémentaires. À cela s'ajoute donc le régulateur intervient autour de ça, puisque une partie de ces coûts font partie en fait des fixations et de l'organisation des prix finaux tels qu'ils sont
calculée et organisée. On a des prix d'utilisation du réseau, des prix du service public d'électricité. Nous avons également la crainte effectivement d'aléas, de moments d'aléas, qu'ils soient climatiques, géostratégiques, etc., qui peuvent peser de manière plus pérenne qu'on ne l'imagine aujourd'hui sur la construction et sur les prix. Et comme je vous le disais, alors là on parle du gaz, mais qui, vous l'avez compris, a toujours un rôle important dans la construction et le mix énergétique actuel. La concurrence avec, si on devait se passer de l'organisation actuelle du gazoduc russe, si les prix devaient, pour des raisons géopolitiques, rester élevés de manière durable, la concurrence avec d'autres consommateurs limite effectivement la possibilité de voir les prix baisser. À très court terme, on le sait, les réserves de gaz ont fortement baissé dû donc à la combinaison, à la conjonction d'un hiver assez long et ensuite des problèmes que nous connaissons et dont j'ai déjà parlé. La reconstitution des inventaires et des stocks va durer un certain temps et les marchés là ne sont pas propices à ce que les acteurs du marché le fassent rapidement, parce que aujourd'hui, les prix actuels sont très élevés, plus que les prix des contrats futurs. Donc, ça crée une situation qui est un peu tendue et qui pourrait perdurer un certain temps. Donc oui, nous sommes soumis à des aléas peut-être plus importants qu'on ne l'avait imaginé. Et encore une fois, comme Monsieur Bergens l'a expliqué, le coût de la transition énergétique s'annonce quand même plus élevé qu'aujourd'hui l'énergie peu chère que nous avons connue. Merci beaucoup. Monsieur Bergman, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors une nuance par rapport, je pense que le coût, c'est-à-dire le prix de l'énergie, c'est en référence aussi à une question que j'ai eue dans le chat auquel je viens de répondre, pour bien clarifier ma pensée, parce que si cette question a été posée, c'est peut-être que j'ai pas suffisamment été clair sur ce que je voulais dire par là. La différence que je voulais pointer, c'est entre le prix de l'énergie, donc le prix de l'énergie au mégawattheure, et la facture totale. Parce que finalement, quand on demande au consommateur final, ce qui compte, c'est la facture totale qui est payée. La facture totale, elle a deux composantes, le prix au mégawattheure, mais aussi le montant, le volume d'énergie consommée. Et agir sur les deux est tout aussi important pour limiter la facture du consommateur. Donc on sait que pour la transition énergétique, finalement, le prix par mégawattheure doit augmenter dans une certaine mesure, mais par contre, il faut que le volume puisse baisser pour le même niveau de services énergétiques, donc de chauffage dans les logements, etc. Et c'est là-dessus, en fait, qui me semble, on n'a pas suffisamment mis l'accélérateur en Europe pour encourager les rénovations énergétiques et autres, parce que c'est cet équilibre-là qui permettra, en fait, de tirer les bénéfices aussi qui existent de la transition énergétique. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question, et surtout parce qu'il y avait plusieurs questions dans le chat concernant, par exemple, le rôle des États-Unis. Si on regarde un peu le contexte international, comment voyez-vous l'influence de cette nouvelle taxonomie européenne sur les pays en développement, mais aussi sur les relations de l'Union européenne avec ses partenaires importateurs, notamment les pays qui exportent de l'énergie fossile? C'est une vaste question. J'aurais du mal à répondre, avoir une réponse définitive sur ce sujet. Mais bon, deux, trois éléments peut-être. Clairement, sur l'établissement de standards, sur les activités durables, c'est une demande en fait des secteurs financiers, et il y a une course autour de ça. En fait, l'Europe a développé cette taxonomie, mais d'autres zones géographiques l'ont fait aussi. La Chine l'a fait. La Russie l'a fait, les États-Unis ont plusieurs labels privés, ils n'ont pas un label public, mais ils ont plusieurs taxonomies, et donc du coup, il va y avoir une concurrence entre ça. Le deuxième aspect, c'est évidemment, il y a une question qui sera posée par tous nos partenaires sur est-ce que cette taxonomie, elle couvre aussi les activités que vous souhaitez financer via vos politiques de coopération ou autres, ou est-ce que
les acteurs, les financiers européens vont se retrouver contraints pour financer un certain nombre de projets qu'on avait. Il y a deux choses qu'il faut bien avoir en tête. C'est déjà l'adoption de cette taxonomie au-delà de l'Europe n'est pas garantie. Ça dépendra aussi de sa réputation, du fait que les acteurs s'en emparent, etc. Et que de toute façon, pour l'heure, la taxonomie doit être utilisée comme un moyen d'informer les marchés financiers sur le contenu des entreprises européennes, le contenu des activités des entreprises européennes. Ça dépendra aussi de ce qu'offront les acteurs financiers et qu'est-ce qu'ils proposeront aux investisseurs et aux épargnants, et aussi des arbitrages qui sont faits par les investisseurs et les épargnants au final. Si on est dans une situation où, malgré cette taxonomie, on a encore quelques pourcentages des masses financières qui sont dirigées vers les activités durables, bah, ça aura relativement peu d'influence. Si, au contraire, on s'en empare fortement, que c'est une demande très forte des épargnants, des investisseurs, de vous et moi, hein, avec nos fonds qu'on met à la banque, et bien dans ce cas-là, oui, ça peut changer la donne. Et donc ça, c'est un autre niveau d'incertitude dont on ignore réellement toutes les implications encore à l'heure actuelle. Je rappellerai aussi que les débats sur la taxonomie sont difficiles. Il y a plusieurs volets à cette taxonomie-là. On vient de passer seulement deux filtres, les filtres changement climatique, en fait, mitigation et adaptation. Il reste tout l'impact sur la biodiversité, l'impact sur la réduction des matériaux, la réduction des déchets, tous ces filtres qui vont venir ensuite aussi qui vont être publiés par la Commission européenne. Et donc cette taxonomie n'est pas finie en fait encore. Il y a encore des débats devant nous autour de ça, donc on ne verra l'impact qu'en quelques années, à mon avis. Tout à fait. Merci beaucoup. Madame Plagnol, le mot de la fin. Merci beaucoup. J'ai peur d'être un petit peu courte sur ce mot de la fin parce que nous en avons dit beaucoup et il y a encore beaucoup à dire. J'ai vu aussi dans le chat des questions revenant sur les questions d'approvisionnement et de sources alternatives. On a parlé de l'Europe du Nord, on a parlé de l'Algérie. Sur le bassin méditerranéen, je vois une question sur l'Azerbaïdjan. Effectivement, il y a des nouvelles zones de production, puisque la réalité, c'est qu'avec la hausse des prix et puis la découverte de nouveaux gisements, notamment du côté de l'Égypte, Chypre, etc., on a des zones d'approvisionnement potentielles importantes, mais il faut des infrastructures. Et là, on manque de gazoducs, ou les gazoducs sont interrompus pour des raisons de passage par des pays soit inamicaux, soit en difficulté. Donc on reste en fait sur une situation fragile de ce point de vue. Je crois que, encore une fois, l'enjeu le plus important, c'est celui d'accompagner cette transition à un coût économique qui soit acceptable en fait et qui permette de pousser en fait les acteurs tous autant que nous sommes vers cette transition. J'exprime encore une fois un sentiment personnel. Je ne crois pas qu'on arrivera à une autonomie parfaite, et l'autonomie, quelquefois, où l'indépendance parfaite, c'est l'autarcie, et ça n'est pas forcément souhaitable. Mais on est effectivement vers une nécessité de repenser à l'intérieur de l'Europe les différents échanges et l'organisation. Et de ce point de vue-là, l'Europe est quand même très avancée pour y arriver. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Et bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.